Bonjour madame, bonjour monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire. Comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un ou une amoureuse de lecture. Et cet après-midi, aujourd'hui, nous allons recevoir une passionnée de la lecture, de l'écriture, de la vie en général. Donc nous disons bonjour à Rose-Marie Taupin-Pélican, bonjour. Madame Taupin-Pélican, sois la bienvenue à nouveau sur le plateau de Zouk TV. Merci. Donc, comme d'habitude, nous allons explorer des contrées, aussi bien ça peut être des paysages, mais aussi réfléchir à notre positionnement dans notre société, dans notre pays ou dans le monde de façon plus générale. Et aujourd'hui, on ne fera pas exception. Donc, de quoi vas-tu nous parler? Alors aujourd'hui, je vais présenter mon dernier ouvrage, Parce que ceci est mon corps. En fait, initialement, je voulais l'appeler tout simplement Ceci est mon corps, puisque c'est une phrase que ceux qui pratiquent la religion connaissent. Ceci est mon corps. Donc, comme quelqu'un avait déjà écrit Ceci est mon corps, dans un autre contexte, donc j'ai ajouté le parce que ceci est mon corps. Et ça ne me dérange pas parce que ça permet de bien insister sur l'importance que l'on donne à son corps, sur la place que doit prendre le corps, puisqu'il est supposé être inviolable. Même la Constitution s'est intéressée au corps. Donc, voilà. D'accord. Cet ouvrage, tu l'as rédigé à quel moment, en quelle année? Ça fait combien de temps? Mais cet ouvrage est paru il y a à peu près un peu moins de 2 mois. C'est un ouvrage très récent, mais j'avais commencé à l'écrire depuis la fin de la période Covid. Donc depuis pratiquement 2022, j'avais commencé à l'écrire. Et en fait, c'est vrai que j'ai été très choquée par tout ce qui s'est passé pendant ce qu'on a appelé la pandémie. J'ai été très choquée parce que je me suis rendu compte que la liberté était sacrément bafouée pendant ce temps-là, puisqu'on en est venu, alors on est déjà dans le vif du sujet, hein, on en est venu à l'obligation vaccinale, c'est-à-dire obliger quelqu'un à agir sur son corps, indépendamment de sa volonté, pratiquement. Donc, c'est une contrainte. Et ça m'a interpellée, d'autant que je me suis rendu compte qu'il y avait au milieu des personnels soignants, qu'il y avait des gens qui s'y opposaient et qui étaient victimes de tas de choses. Imaginez que le GIGN, je ne sais plus comment on les appelle encore, les gendarmes, en fait, entrent dans l'enceinte de l'hôpital et tabassent ces gens-là, leur donnent du gaz lacrymogène, simplement parce qu'ils refusent de céder à ce qu'il est convenu d'appeler, à la voix venant d'en haut, la voix qui leur disait que la vaccination était le remède miracle qui ferait que les gens guériraient, qu'il n'y aurait plus Covid, qu'il n'y aurait plus de contamination. Et ces personnes-là étaient absolument bien placées pour se rendre compte qu'il y avait un problème. Donc, il fallait réfléchir d'abord sur la question, qu'il fallait qu'on leur réponde, qu'on leur donne... Parce qu'il y avait des questions, hein. Par exemple, expliquez-nous un truc tout simple. Pourquoi il faut aller chercher au fond des narines des gens ce qu'il y a dans la salive? Expliquez-nous pourquoi des personnes vaccinées continuent à être contaminées, à attraper Covid et les autres formes, parce qu'il y a eu plusieurs formes, plusieurs variants, oui, etc. Tout à fait. Ça, on ne comprend pas. Pourquoi, d'un côté, vous dites aux gens que le vaccin, c'est la panacée, c'est ce qui va arriver au bout de la pandémie. Et puis, sur le terrain, on se rend compte que ce n'est pas ça. Donc, il fallait des explications. Pourquoi on autorise
un produit qui n'est pas en phase terminale, enfin qui n'a pas été testé jusqu'au bout comme il faut. Donc il y avait des interrogations d'un côté et de l'autre côté, pas de réponse. Pas de réponse, mais une obligation de se taire et d'exécuter. Donc voilà, c'était ça. Et les infirmiers aussi qui n'ont pas voulu accepter cela, qui ont exercé leur droit de retrait, se retrouvent aujourd'hui devant les tribunaux. D'ailleurs, c'est lundi après-midi, ils étaient devant le tribunal administratif. Donc, c'est une histoire qui n'est pas finie. Et moi, je me définis plus comme une sorte de peintre de la société martiniquaise. Et je ne pouvais pas ne pas m'intéresser à ce problème-là. Comme dans mon livre précédent, Résistance, violence, non-droit, je me suis intéressée déjà à l'affaire Pinto. Je parle du problème des terres volées. Je parle du problème de l'empoisonnement par le chlordécone, le problème de l'eau. Donc, le problème aussi de la justice. Comment la justice est rendue en Martinique. Donc, tous ces problèmes-là m'intéressent et je les mets dans mes ouvrages. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui sont très réfractaires, qui ne veulent pas entendre parler de certains sujets, en particulier de la vaccination. Mais en tant que Martiniquaise, étant contemporaine de ce problème-là, je suis allée sur le terrain voir, discuter avec des infirmiers, des infirmières. J'ai d'ailleurs dans cet ouvrage-là des témoignages. J'ai même le témoignage de M. Serge Haribo. Donc, toutes ces personnes que je considère comme des victimes d'un système qui a voulu fonctionner comme les chars de Tiananmen et qui, à juste titre, enfin, chacun dira, En fait, je ne veux pas imposer quoi que ce soit dans mes ouvrages. Je ne veux pas imposer ma vision des choses. J'apporte des éléments qui sont c'est bien étayé. J'ai mes sources. Et maintenant, on adhère ou on n'adhère pas. Mais je n'ai pas besoin qu'on adhère. Je n'écris pas pour qu'on adhère. J'écris pour rapporter des faits, pour dire, voilà, il y a tel fait, tel événement. Réfléchissez là-dessus. Regardez si ce qui s'est passé devait se passer de cette façon-là. Voilà. Donc, c'est ça l'objet principal de mon livre. Le corps. Est-ce qu'on peut, au XXIe siècle, passer outre le Code de Nuremberg? Alors, le Code de Nuremberg, je peux le rappeler, le Code de Nuremberg demeure le texte fondateur dans l'encadrement normatif des essais biomédicaux pratiqués sur l'être humain, à l'origine du consentement éclairé. Alors, je cite, « Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel », précise le Code. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir, qu'elle doit être placée en situation d'exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes sournoises de contrainte ou de coercition, et qu'elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisante de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision éclairée. Combien de vaccinés peuvent affirmer avoir pu faire leur choix en étant en possession de tous les éléments de nature à les éclairer? Ça, c'est moi qui pose la question. Pourquoi obliger le personnel de santé à faire partie d'un vaste essai clinique avec un produit encore en phase 3? On n'a pas la réponse. On n'a pas les réponses. Donc, cette affaire-là s'est déroulée dans une sorte de flot artistique. Il y avait des gouvernements qui ont décidé comme une machine qui compresse, qui écrase, qui ont décidé que ça se passerait comme ça et pas autrement. On a commencé par nous dire, vous êtes en guerre, nous sommes en guerre. Donc la peur, les gens ont peur. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui me disent,
j'ai pris le vaccin parce que j'ai eu peur. J'ai vu des gens mourir. Je me suis dit, moi, je ne vais pas mourir. Les gens ont eu peur et se sont fait vacciner. Et aujourd'hui, j'en connais pas mal, même dans ma famille. Il y a des gens qui regrettent énormément parce que depuis, ils ont des maladies qui se sont déclarées et qu'on peut bien évidemment lier à la prise de cette chose-là, cette substance-là qu'on appelle vaccin. Parce que par définition, enfin jusque-là, par définition, un vaccin, quand on prend un vaccin, quand on prenait un vaccin, on avait l'assurance d'être protégé contre la maladie pour laquelle vous avez pris un vaccin. Contre la fièvre jaune, vous n'attrapez pas la fièvre jaune, hein, mais vous avez pris un vaccin contre ce truc-là, contre Covid, vous attrapez Covid une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, il était clair que ça ne fonctionnait pas. Alors que on nous a rabâché les oreilles pour dire, nous sommes en guerre et la seule solution, c'est ça. Tu as parlé effectivement de l'obligation vaccinale par rapport au corps hospitalier, aux professionnels de santé notamment. Est-ce que dans tes témoignages ou bien dans tes références, tu abordes, enfin, entre guillemets, pour parler familièrement, Tissonson qui n'est pas un professionnel de santé, qui est peut-être le Martiniquais ou la Martiniquaise lambda, anonyme, qu'on ne connaît pas, qui n'est pas au devant de la scène. Est-ce que tu as peut-être leurs sentiments, leurs interrogations par rapport à ces choses? Ou... C'est vrai que le personnel de santé était forcément en première ligne. Oui. Et bon, ça, dans l'actualité, tu en as parlé encore pas plus tard qu'en début de semaine, il y a une décision de justice aussi qui est tombée par rapport à un personnel à 6 personnes qui... Résistantes. Oui. Donc... Qu'en est-il du Martiniquais ou de la Martiniquaise lambda? Justement, le Martiniquais ordinaire, celui qui ne se pose pas de questions, on lui dit de prendre, il prend. Il va prendre parce que ça vient d'en haut, comme on dit. Puisque ce sont les autorités qui demandent, qui disent que, bon, voilà, c'est ça et rien d'autre. J'avais une expression pour le dire. Mais en tout cas, voilà. Le président a dit, la RS a dit, mon médecin traitant a dit, mon député a dit, tout le monde disait. Donc, il n'y avait pas de raison que ces gens-là qui ne se posent pas trop de questions, qui ont justement besoin de s'accrocher à la vie, hein, parce que pour eux, c'était vital de prendre cela, ces personnes-là sont allées. Hein. Ce sont elles qui faisaient la queue dans les vaccinodromes pour prendre le pseudo-vaccin. C'est intéressant, il est encore plus intéressant ton ouvrage dans le sens où on a vraiment une lunette sur le microcosme qui est la société, dans le sens où, je vais être un peu ironique, mais je pense qu'il y a une part de vérité aussi, dans le sens où on a tendance, dans les médias, décrédibiliser les pouvoirs publics, les différents pouvoirs, et on voit quand même, il y a eu, en tout cas par une partie de la population, cette confiance, dans le sens où, comme tu disais, le président a dit, je fais l'ARS, tel organisme qui est censé détenir une autorité, une expertise dans un domaine qui est censé être le sien, on suit. Alors que avant, on avait tendance à dire ils n'ont plus de crédibilité, on ne les écoute plus, les élus, on ne les écoute pas, les autorités sanitaires, on ne les écoute pas. Donc, on a quand même une part de la population qui, peut-être à tort pour certains, font confiance. Mais je vais te contredire parce que les médias tenaient le même discours que les autorités. Les médias qu'on appelle mainstream, c'était, le président a dit, d'ailleurs, il ne donnait pas la parole à tout le monde. C'était les mêmes et qui se sont avérés être des gens qui n'étaient pas, qui recevaient des pots de vin le plus souvent. Donc, c'était des gens qui avaient, qui n'étaient pas tout à fait honnêtes
dans la mesure où ils avaient des liens avec les grands laboratoires, les grandes firmes pharmaceutiques, et ne le disaient pas. Venaient simplement pour ressasser le même discours, faites-vous vacciner, c'est comme ça qu'on arrivera à bout de la pandémie, etc. Et pratiquement tous les médias relayaient le discours officiel, tous les médias. Donc il y avait très peu, d'ailleurs on les a appelés les complotistes, ceux qui disaient le contraire. On les a appelés complotistes. Regardez ce qui s'est passé avec le professeur Raoult. Mais même Madame Orion Cotte, qui est généticienne, qui connaît mieux que personne l'ARN et comment ça s'appelle déjà, les microbes qui connaissent, c'est son domaine. Donc ces gens-là sont devenus tout de suite des personas non grata, puisque elles n'allaient pas dans le même sens que le bon Dieu. Le bon Dieu, Le bon Dieu. Pas le bon Dieu, c'est... En fait, quand je dis le bon Dieu, on a bien compris, ce sont les chefs d'État, les personnes qui avaient la prétention justement de se mettre à la place du bon Dieu et de décider de la vie des autres. Oui. Après, pour revenir sur, on va dire, pas la thèse, mais l'idée principale de l'ouvrage, donc si je comprends bien, si je me trompe, corrige-moi, ce n'est pas un ouvrage, un réquisitoire contre le vaccin, c'est contre tu distingues l'obligation vaccinale et le vaccin en lui-même, c'est-à-dire que tu es pour donner la liberté, si celui-ci veut prendre le vaccin, qu'il le prenne, si celui-là ne veut pas, qu'il ne le prenne pas. Mais c'est l'idée qu'à un certain moment, c'était un passage obligé, sans, de ce que tu dis, sans réponse sur des questions précises et importantes aux yeux de la population. Oui, tout à fait. En fait, ceux qui voulaient le prendre devaient le prendre, c'était leur choix, c'est leur corps. Sauf qu'en plus, il fallait qu'ils sachent, en principe, ce qu'ils introduisaient dans leur corps. Il fallait qu'ils sachent, parce qu'on leur a dit que c'était un vaccin, mais en fait, ce n'était pas du tout un vaccin. En fait, ce n'est pas un vaccin. Ça ne répond pas à la définition du mot vaccin. Bon, elle a changé peut-être pour la circonstance, mais un vaccin, en principe, vous protège contre ce pourquoi vous le prenez. Mais ce qui m'a dérangé, mais profondément, c'est l'obligation vaccinale. Parce que, bon, on a enfermé les gens, on a décidé de ce qui était essentiel, pas essentiel. Bon, moi, depuis ça, le cinéma, c'est pas essentiel, mais je ne vais pas au cinéma. Je peux très bien me passer de... Enfin, je ne voudrais pas parler de moi, mais je veux dire qu'il y a des choses dont on peut très bien se passer. Si, en contrepartie, il y a le corps, si on met en danger mon corps, je peux résister à n'importe quoi. Parce que le corps, c'est fondamental, c'est ce qu'on a de plus précieux, son corps. Donc, ça, je n'ai pas compris. Et quand ces personnes-là ont créé le village de la résistance, dans le rond-point, là, près du stade de Pierre-Aliquer, je me suis dit, il fallait passer, il fallait voir, il fallait discuter avec les gens. Ces personnes-là, je trouve qu'elles ont beaucoup de mérite. Elles ont beaucoup de mérite parce qu'il y avait un enjeu fondamental, c'était leur gagne-pain. C'était des gens, ce sont des gens, je ne veux pas parler à l'imparfait, ce sont des gens qui ont des familles, qui ont des responsabilités et qui, néanmoins, ont fait le choix de protéger leur corps. Et ça, ça mérite tout le respect du monde, pour moi. Et il y a eu, par exemple, tu disais que le terme vaccin n'était pas approprié par rapport au vaccin Covid qu'on administrait. Et, là aussi, peut-être dans le discours général, c'est vrai que c'est avéré qu'on pouvait le prendre et, comme tu as dit, on pouvait attraper le Covid. On pouvait attraper le Covid, on pouvait même l'avoir à nouveau. Et il y a eu aussi des personnes vaccinées qui sont décédées, malheureusement.
Que penses-tu de l'idée selon laquelle on pouvait diminuer les complications, soit les complications du Covid, sans pour autant empêcher de l'avoir totalement, mais il y avait aussi ce discours qui était relayé par les autorités compétentes, expertes, disant que certes, on peut attraper le Covid, mais on peut diminuer les chances de l'attraper en se faisant vacciner par rapport à quelqu'un qui ne serait pas vacciné. Est-ce que tu as des éléments par rapport à ça? Je n'ai pas d'éléments. Pour moi, ça, c'est un mensonge pur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce truc-là a tué beaucoup plus de gens. Parce qu'il y a des chiffres qu'on ne dit pas. Hein. Le professeur, en code, donne des chiffres qui viennent de... Attendez. J'ai mis ça. Mais c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire parce que... Alors, dans la base VAERS aux États-Unis, c'est pour les statistiques, en date du 9 septembre 2022, si l'on ne regarde que les formes graves, on comptait plus de 30 000 morts, 177 000 hospitalisations, 135 200 urgences, 10 000 chocs anaphylactiques, ainsi que près de 58 000 handicaps permanents, 52 000 myocardites, 34 000 mises en danger de la vie, 44 700 réactions allergiques sévères, 16 000 crises cardiaques, près de 15 000 zonas, 9 000 problèmes plaquettaires de type thrombocytopénie et 5 000 fausses couches dans lesquelles un lien avec le vaccin Covid est incriminé. Il y a des références. Donc, tout le reste, c'est... Non, je dis qu'ils ont voulu faire une expérience à grande échelle et l'humain, ils ont mis l'humain au service de leur science ou de leur désir, je ne sais pas où ils voulaient en venir avec ça. Je sais qu'on me traite aussi de complotiste, mais il y a un objectif non avouable derrière cette action d'obliger la planète entière à prendre une chose dont on ne sait pas quels seront les effets la semaine prochaine, à court terme, à moyen terme, à long terme. On ne sait rien. On ne sait rien. Mais ça a bien tué des gens. Oui, c'est vrai. Ça a bien tué des gens et il y avait peut-être un moyen bien simple, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été soignées. On a attendu que les gens soient à l'article de la mort. D'ailleurs, on envoyait les gens chez eux en leur demandant de prendre un Doliprane, en sachant bien que le Doliprane ne ferait rien du tout. Donc, ces personnes-là, si à ce moment-là, au moment où la maladie se déclarait, on les soignait, ou même en prévention. On peut aussi dire, à toute la population, faut faire ci, faire ça pour augmenter votre résistance au virus. Parce que c'est ça. Après, est-ce que les autorités, puisque c'est un contexte particulier, c'est une maladie qu'on ne connaissait pas justement, puisque il y a eu des instructions qui ont été données, ensuite des instructions opposées, hein, contradictoires quelques temps après. Donc, certains ont parlé de tâtonnement des autorités. Peut-être d'autres ont même osé parler de panique dans le sens où certains étaient dépassés. Peut-être certains étaient convaincus de bien faire. Ils faisaient mal. Est-ce qu'il y avait forcément un plan pour expérimenter? Bon, ça, je ne pourrais pas dire, je ne sais pas. Après, ce n'est pas évident. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On a une population exposée. Qu'est-ce qu'il aurait peut-être fallu faire? Je ne sais pas. Bon, c'est sûr, pour toi, le vaccin obligatoire, c'était pas la solution. Qu'est-ce que garder les gens chez eux? Bon, déjà, quand la maladie a commencé à se répandre, je faisais partie d'un petit groupe de gens qui sont allés à l'aéroport, pour dire qu'il y a des bateaux de croisière qui sont refoulés ailleurs. Pourquoi nous, on les accepte? Il ne fallait pas qu'on les accepte parce qu'il y avait des gens potentiellement contaminés. Donc, pareil pour les bateaux.
Enfin, pour les bateaux, pour les avions, pardon. Pareil pour les avions. Donc, on ne nous a pas entendus. Les gens sont entrés, et ben, ils ont contaminé la population, alors qu'on aurait pu gérer cela autrement. Si on avait effectivement limité le nombre de... ou bien même arrêté le tourisme à ce moment-là. Les gens n'avaient rien à faire en période de pandémie en Martinique. En tout cas, on l'a dit. On l'a dit, j'étais là, j'étais à l'aéroport, j'étais au port. Et puis aussi, une fois que les gens ont commencé à être contaminés, ben, il fallait les soigner, et pas les renvoyer chez eux. Moi, je pense que... Et puis, pour le reste de la population, augmentez vos défenses immunitaires. Parce que moi, je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas eu ça, je n'ai pas pris de vaccin. Je n'ai jamais mis quoi que ce soit dans mon nez. Et moi, j'ai un médecin qui m'a dit, eh ben, on va travailler sur les défenses immunitaires, qui m'a donné de la vitamine D, du zinc, et puis je ne sais trop quoi, vitamine C. Et puis, la pandémie est passée comme ça. Donc, je ne dis pas que ça aurait forcément fonctionné sur tout le monde, qu'il n'y aurait pas eu de mort, mais en tout cas, il n'y aurait pas eu cette hécatombe-là, il n'y aurait pas eu autant de morts. Il n'y aurait pas eu ça, c'est clair. Donc, tu penses qu'avec des moyens qu'on connaissait déjà, de prévention simple, renforcer le système immunitaire, ça aurait fonctionné. Ça aurait fonctionné. Il y aurait peut-être, je ne sais pas, 10 morts, 10 de trop quand même. Mais il n'y aurait pas eu tout ça, il n'y aurait pas eu... Non, franchement, non. Donc, pour toi, le renforcement du système immunitaire était... Capital. Capital, donc a plus d'effets positifs que la vaccination, plus de résultats en tout cas. La preuve, c'est qu'avec la vaccination, ça n'a... Bon, je vais peut-être me faire pendre, non. Mais je le pense sérieusement. Je pense sérieusement que... parce que on ne savait pas ce qu'il y avait dans ce qu'on a appelé vaccin. Et après, ce qui a été dit n'était pas rassurant du tout. Sur le contenu de la seringue, ce n'était pas rassurant. Donc, en tout cas, moi, pour rien au monde, j'aurais pris ça. Pour rien au monde. Sauf si tu avais eu des garanties sur... Ah ben, oui, si c'était un vrai vaccin, oui. D'accord. Un vrai vaccin, vous savez ce qu'il y a dedans, vous savez ce que c'est supposé faire, ça vous empêche d'avoir ça, oui. Là, j'aurais compris. Mais surtout venant de Pfizer, parce qu'il y a une des infirmières qui m'a raconté une histoire que je ne savais pas sur le vaccin. Et il a été utilisé comme un cheval de Troie par Pfizer dans certains pays. On va voir page 45, si c'est bien cela. Et donc, comment faire confiance à des laboratoires qui commettent de tels actes? Voilà. Alors, cette dame qui est infirmière, elle n'avait pas oublié l'événement qui mettait en cause Pfizer pour ses essais cliniques de l'antibiotique Trovan sur des petits Nigérians à la fin des années 90 sans l'autorisation de leurs parents. Pfizer était aussi la firme pharmaceutique qui avait reçu la plus grosse amende, 2,3 milliards de dollars en 2009 pour pratiques commerciales frauduleuses, publicité mensongère, charlatanisme, corruption de médecins et de fonctionnaires. Et là, on nous demande de faire confiance à Pfizer. Enfin, il y avait d'autres, il y avait Moderna, il y avait les autres, mais aussi Pfizer principalement. Oui. Donc, il y avait une méfiance, mais venant des gens, des personnes justement qui connaissaient, de personnes qui sont en relation avec ce milieu-là. Puisque pour moi, ça ne me parlait pas, mais il fallait s'informer. Un truc, quand on entend un discours contradictoire, on se dit, on prête l'oreille, on se dit, attention, là, il y a un problème. J'écoute, je m'informe pour savoir si oui ou non, je fais ce qu'on me demande. Parce qu'il faut agir en conscience, c'est pas comme des petits moutons. Il faut agir en conscience, donc comprendre si c'est une démarche qui est intéressante. Et puis, il y a eu le fameux mot, l'ultra-crépidarianisme, que la Belgique a désigné comme le mot de l'année 2020, parce que c'était pour définir les gens
Tout le monde parlait, tout le monde savait quelque chose, alors qu'en fait, le plus souvent, ces gens-là, ce n'était pas leur milieu. Alors, mon sénateur, par exemple, me dit d'aller prendre le vaccin, mais il fait de l'ultra-crépidarianisme. Mais vous êtes qui? Depuis quand vous connaissez les médicaments, vous connaissez l'ARN, vous connaissez l'ADN, vous savez que ce machin-là, c'est un vaccin et qu'il est bon pour moi? Non, je ne comprends pas que ces personnes-là se soient permises de me donner la conduite à suivre. Je suis désolée, c'est niette. Alors, à partir du moment où ces gens-là, qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas à tenir ce genre de discours-là, le font, ben ça vous met forcément la puce à l'oreille et je me dis, attention, là, il y a un souci. Voilà. Ces gens-là étaient payés certainement pour que le maximum de personnes aillent, je ne dirais pas à l'abattoir, mais presque. Et le fait d'avoir vu justement des représentants, il y a eu des représentants qui se sont même filmés, photographiés, bon, il y a eu selfie, il y a eu de tout. Tu ne t'es pas dit, s'ils le font, ils vont pas eux-mêmes c'est pas un suicide collectif qu'ils organisent. Non? Mais moi, je n'ai pas l'habitude de suivre les gens, déjà pour commencer. Oui. Déjà pour commencer. Et j'ai tenu ce discours-là une fois, enfin, quand j'étais plus jeune et que je prenais l'avion, je me disais que jamais le commandant de bord ne va se mettre en péril. Donc, s'il prend l'avion, c'est que l'avion est bon. Moi, je me disais ça. Je me suis dit ça longtemps, avant de comprendre que je me trompais royalement. Et on a eu le crash de 2005, mais on a eu aussi ce pilote qui s'est suicidé. Voilà, donc ce n'est pas un discours à tenir, ça. Alors, il y a un député, le député Jean Lassalle, qui a déclaré le 9 octobre 2022 « J'ai eu le vaccin Janssen, qui a failli me tuer, qui m'a déformé le cœur. J'ai eu 4 opérations depuis le 3 janvier 2022 et des effets secondaires graves. » Il dit aussi cette phrase surprenante qui interpelle. « Je ne savais pas non plus que M. Macron n'était pas vacciné. Je ne savais pas non plus que la plupart des membres du gouvernement ne l'étaient pas et je ne savais pas qu'un nombre important de mes collègues députés ne l'étaient pas non plus. » Voilà, donc vous voyez des gens qui ont l'air de se faire vacciner, mais vous ne savez pas avec quoi, vous ne savez pas si elles sont vraiment vaccinées, vous ne savez pas s'il y a des complicités. Donc forcément, à partir du moment où il y a un doute, eh bien, le doute, il est partout. Il est partout. Moi, je ne suis pas sûre que M. Macron se soit fait vacciner. Je suis même sûre du contraire. Je suis même sûre que lui ne s'est pas fait vacciner. Et même les gens d'ici qui nous poussaient à la vaccination, je ne suis pas sûre non plus que ces personnes-là aient fait la démarche. Donc, par suivisme, jamais. Jamais. Et aujourd'hui, on a parlé de faits d'actualité tout à l'heure, mais aujourd'hui, 2024, puisque ton livre est sorti il n'y a pas très longtemps, comment la population se sent par rapport à ça? Est-ce que c'est une question qui appartient au passé, puisque les gens ont repris, entre guillemets, leur vie, ou leurs activités, toutes les privations qu'il y avait pendant la période Covid n'existent quasiment plus? Est-ce que c'est de l'histoire ancienne ou ça a quand même marqué davantage la société qu'on ne le pense, consciemment ou inconsciemment? Ça a beaucoup marqué la société, mais il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'avoir été couillonnés, on va dire ça comme ça, pour être vraiment juste. Les gens ont l'impression qu'on les a trompés, puisqu'ils se sont bien rendus compte que même en ayant pris le remède miracle, ils avaient quand même, ils pouvaient quand même attraper le Covid. Et en plus, il y en a beaucoup qui ont des séquelles. Je connais des gens qui ont des thromboses. Je connais des gens qui ont, comment ça s'appelle déjà, des zonas, qui étaient par... Je connais quelqu'un qui avait eu un zona depuis 10-15 ans, puis c'était fini, et c'est revenu. Des gens qui avaient eu des cancers, et il y a des récidives. Donc, il y a des gens aussi qui sont aujourd'hui sur des fauteuils roulants alors qu'ils étaient valides.
Ils ont pris le vaccin pour garder leur travail, sauf que maintenant, aller au travail, c'est l'enfer, ou bien même ils ne travaillent pas du tout. Bon, maintenant, pour être honnête, je ne vais pas dire que c'est la majeure partie des gens. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de symptômes, qui n'ont rien du tout. Mais la question est-ce que ce sera toujours comme ça dans 5 ans, dans 10 ans? Parce qu'on ne sait pas ce que ce produit-là, enfin, ces choses-là qui ont été injectées, on ne sait même pas de manière précise ce que c'est, en tout cas le grand public. Il y a sans doute des gens qui savent, ceux qui ont fabriqué, ceux qui ont voulu que ce soit généralisé, mais on ne sait pas ce que ça fera dans l'organisme dans le long terme. Surtout chez nous, nous avons déjà on est déjà empoisonné, donc quand les poisons se rencontrent, on ne sait pas ce que ça peut donner. Mais en tout cas, pour être plus sérieuse, en tout cas, la majeure partie des gens pensent que ils n'ont rien, donc ça va. Ça va. Sauf qu'il ne faut pas trop en parler. Il y a beaucoup de gens qui, quand je leur dis que mon livre, c'est sur, pas que, mais c'est aussi sur l'obligation vaccinale, ils ne veulent pas entendre parler de vaccin, ils ne veulent plus entendre parler de ça. Ça a été un moment difficile, il y en a qui en ont souffert, qui en ont beaucoup souffert, et qui ne veulent pas en entendre parler. Comme il y a des gens qui ne veulent plus entendre parler du courage aujourd'hui, comme il y a des gens qui ne veulent plus, je sais pas, entendre parler des choses qui ont fait souffrir à un moment donné. Mais moi, je tiens à poser ces jalons-là, à marquer, ça fait partie de notre histoire. La résistance de notre personnel soignant, elle est exemplaire, et je ne voulais pas qu'elle passe comme ça, qu'elle tombe dans l'oubli. Voilà. Donc, l'obligation vaccinale, bon, ce n'est plus d'actualité Si. pour, on va dire, le commun des mortels, mais pour le personnel de santé. Bon, il y a quand même eu des personnes qui ont pu réintégrer leur travail suite au Covid, qui n'étaient pas... Bon, là aussi, certains mettent en avant une contradiction de la justice, dans le sens où il y a certaines personnes qui ont pu retrouver leur travail et il y a d'autres qui avaient été expulsés et qui n'ont pas pu regagner leur travail. Donc, il y a des actions en justice, bon, je ne vais pas dire un peu partout, bon, la Martinique, on connaît, donc on parle de la Martinique, mais on sait que en France et dans d'autres pays, il y a des actions intentées, bon, qui donnent des résultats qui ne sont pas forcément les mêmes selon les endroits. Oui, en fait, je ne sais pas ce qui se passe partout, mais en tout cas, dans beaucoup de pays, l'obligation vaccinale a été abolie, c'est fini. En France, c'est juste suspendu. Et c'est aussi pour ça que ce personnel soignant de chez nous se bat. L'obligation vaccinale est suspendue. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, ça peut être réactivé. Oui. Et ça, c'est pas normal, puisqu'on a vu ce que finalement était le vaccin, le pseudo-vaccin, ce qu'il a produit, etc. Donc, c'est juste suspendu. Alors, les personnels qui ont été réintégrés, il y en a sans doute pour lesquels ça se passe bien. Mais quand vous avez eu ce rapport-là avec votre hiérarchie, vous étiez un infirmier, une infirmière, je sais pas moi, une aide-soignante, vous aviez de bons rapports avec vos cadres, votre environnement, et du jour au lendemain, on vous met au défi de prendre ça ou vous êtes dehors. Donc il y a beaucoup de gens qui l'ont fait dans la souffrance. J'ai entendu des gens me dire, j'y vais, mais c'est à contre-cœur, en pleurant. Et donc, il y en a qui ont été réintégrés. Alors, c'est une infirmière qui parle. Aujourd'hui, celles et ceux qui ont été réintégrés souffrent des tensions toujours palpables. C'est Michael qui me le dit. La scission est toujours présente dans les services et il n'y a plus de vivre ensemble. Tout a été brisé. L'avenir de l'hôpital était déjà sombre, désormais c'est l'enfer. Je ne suis pas de nature pessimiste, je suis juste réaliste. Je ne vois aucune lueur au bout du tunnel.
Donc, quoi qu'on dise, c'est vrai que les gens ont été réintégrés, mais ça ne se passe pas. On n'a pas pu gommer, on ne pourra jamais gommer ce qui s'est passé à ce moment-là de leur vie professionnelle. On ne pourra jamais gommer ça. Et ça laisse beaucoup de cicatrices. Et il y a des gens d'ailleurs qui ont été virés et qui ont trouvé un autre emploi, qui ont préféré aller voir ailleurs parce que on les avait foutus dehors carrément. On n'attend pas ça quand on a été au service de la population, au service de son peuple, quand on a fait ce pourquoi on s'était senti parfois missionné, parce qu'il y a des gens qui ont de véritables dons. Et donc, du jour au lendemain, on met un frein à tout cela, on vous casse tout cela. Il y a beaucoup de rancœur. Il y a beaucoup de... Comment dire? On se sent déconsidéré, alors qu'en contrepartie, on a été applaudi. Donc, on vous a reconnu, on a reconnu vos talents, on a reconnu votre valeur dans la société. On a reconnu l'importance du rôle que vous jouiez dans la société. Et puis, tout d'un coup, un virage à gauche ou à droite, je ne sais pas, mais tout d'un coup, vous êtes éjecté. Donc, c'était très dur et on peut comprendre que la tension persiste et persistera longtemps encore. Voilà. Le rapport qu'on aura avec son travail après ne sera plus jamais le même. Merci beaucoup, Madame Taupin-Pélican. Le temps passe. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion à nous partager? La conclusion, c'est que j'ai compris en écrivant cela, parce que dans l'ouvrage, il y a aussi autre chose. Je parle aussi de d'autres rapports qu'on a avec le corps. Je parle de la mort imminente, donc de ces personnes qui, juste après un accident, par exemple, se détachent du corps et regardent leur corps d'en haut. Et ça m'a permis aussi de dire que, en fait, la relation qu'on a avec son corps, elle est singulière. Donc, même si quelqu'un vous dit, même si les gens autour de vous, devant votre souffrance, vous disent « je compatis, je comprends », mais personne ne souffre avec vous. Vous êtes tout seul à souffrir dans votre corps. Et c'est ça qui m'a un peu, comment dire, ça m'a interpellée. Alors, je vais juste lire rapidement, parce que j'ai raconté aussi l'histoire dans tous mes livres, je fais un petit peu référence au crash, et je raconte l'histoire de cette hôtesse de l'air. Elle a vraiment existé, l'hôtesse de l'air. Et puis, enfin oui, elle est morte comme ça. Elle est morte dans un arbre, parce que dans la chute, elle restait accrochée à un arbre. Et je raconte son histoire. Donc, elle se voit sur l'arbre. Et elle se dit, je regarde mon petit corps de femme, taille 36, et je le sens stressé, déformé par les jets. Je le blottis un peu plus contre celui de mon voisin, mais je suis seule avec mon corps. Là, elle n'est pas encore tombée. Seule avec mon corps, seule dans mon corps, isolée dans mon enveloppe, et je réalise à quel point chacun est esselé face à son destin. Elle est ainsi l'existence. On a beau aimer, être aimé, partager sa vie et même son corps, il y a une frontière au-delà de laquelle la solitude règne en maître. Donc c'est ça. Ce n'était pas le passage que j'avais prévu de lire, mais en tout cas, celui-là montre bien que, quoi qu'il arrive, on est seul. Merci beaucoup. Merci pour... Oui, je veux juste ajouter que si on est intéressé par mon livre, alors je serai demain soir au Mai Poésie du Gourmand, je serai samedi et dimanche à Madiflora, et je serai le 28 mai au café littéraire de l'hôtel Batelière, de l'hôtel Diamant-les-Bains. Pardon. D'accord. Le message est passé. Merci beaucoup pour cette présentation, ce débat, et tu nous as montré qu'il continue dans notre société, même si peut-être il occupe moins le devant de la scène, mais dans les pensées, dans les ressentis, il est toujours présent. Si vous aussi, vous voulez partager un ouvrage qui vous tient à cœur et venir sur le plateau, c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13,
et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Nous vous disons à très bientôt.